Vous vous intéressez à l'écologie, vous êtes désespéré par la situation, vous vous demandez quoi faire. J'ai la solution. L'écologie efficace. L'efficacité doit être notre priorité car il y a urgence, que ce soit au niveau biodiversité où les pertes définitives d'espèces ne font que croître avec 2% des mammifères qui ont déjà disparu, ou au niveau réchauffement climatique. Cette image montrant que plus tard on démarre la baisse de nos émissions de CO2, plus la baisse devra être rapide et donc des sacrifices importants. On a également la menace des différents points de bascule qu'il faudrait vraiment éviter de déclencher afin de ne pas accélérer le réchauffement. Parfois, les effets seront irréversibles. En ayant ces points de bascule en tête, on sait donc que les actions d'aujourd'hui sont plus efficaces que nos actions futures. Vous l'aurez compris, la situation écologique est telle que nos actions devraient d'abord être dictées par l'efficacité. Mais ça veut dire quoi être efficace? Qu'est-ce que ça implique? Ça tombe bien, un mouvement a posé les bases d'un concept qui peut nourrir notre réflexion, qui s'appelle l'altruisme efficace. Peter Singer, un philosophe utilitariste, c'est-à-dire agir de manière à maximiser le bien-être collectif, australien, titulaire de la chaire d'éthique de Princeton et mondialement connu, détaille le concept dans un livre que je recommande. Ce mouvement a développé un cadre de pensée qui permet de déterminer si certaines actions ont des chances d'être impactantes ou non. Regardons comment l'utiliser pour une écologie efficace. Pour cette mission, j'ai coécrit cette vidéo avec Siméon Campos d'Altruisme Efficace France. Prêt à entrer dans le monde de l'écologie efficace? Attention, ça va piquer. On s'est tous plus ou moins intéressés à l'écologie, même de loin, à cause d'une information, une image, une vidéo. L'émotion, c'est bien pour mener à l'action. Mais lorsqu'on veut tendre vers une écologie efficace, il faut la mettre de côté. On peut d'ailleurs reprocher à l'altruisme efficace de bousculer nos certitudes et nos choix, ou d'être déshumanisant. Prenons des exemples. On est tous d'accord qu'isoler permet de moins consommer d'énergie. Or, l'ADEME montre que 75% des travaux de rénovation en maison individuelle n'ont pas permis de changer de classe de DPE, le diagnostic de performance énergétique. Que dit l'écologie efficace? Au lieu de mettre des dizaines de milliers d'euros pour isoler votre logement, sauf si c'est une passoire thermique, le meilleur système isolant du monde, c'est de porter l'isolation sur soi en mettant un damar, par exemple. De même, au lieu d'isoler une église, il vaut mieux fournir des coussins chauffants à chaque fidèle. Moi, par exemple, pour mettre 2 degrés de moins dans ma maison, je mets ce bonnet affreux, ridicule, mais il est hyper efficace. Alors pourquoi on ne le fait pas? Car finalement, notre motivation est certes l'écologie, mais aussi un certain confort. L'écologie efficace va souvent nous mettre face à nos contradictions, et on en a tous. Beaucoup d'écolos sont contre les OGM et le glyphosate, car c'est mauvais pour la nature. Or, l'écologie efficace nous demande de regarder s'il n'y a pas des cas où ces produits ne seraient pas intéressants. Certains OGM pourraient permettre à des plantes de consommer bien moins d'eau et de résister à des plus fortes températures et sécheresses. On risque de bien en avoir besoin. Pour le glyphosate, dans certains cas précis, une toute petite dose de glyphosate peut être un allié précieux pour limiter le travail du sol, donc de moins utiliser le tracteur, donc moins de CO2 émis. Pas mal d'agriculteurs disent que leur sol se porte mieux ainsi. L'écologie efficace nous impose à comprendre que le monde n'est pas binaire. Les compagnies agro communiquent sur le fait qu'elles arrêtent d'utiliser l'huile de palme pour sauver les orang-outans. Mais c'est la culture qui a de très loin le meilleur rendement pour produire de l'huile. Un rendement 4 fois supérieur aux autres alternatives. Donc d'un point de vue global, c'est une bonne solution. Localement, non par contre. Le problème est que l'on fait un focus sur un produit plutôt que de cibler l'utilisation du produit plus ses substituts. Regardez, 61% de l'huile de palme en Europe est utilisée sous forme d'énergie. Complètement con. Il est devenu très populaire d'utiliser des sacs en toile plutôt que des sacs plastiques, alors que la production et la distribution de ces derniers tend à émettre bien moins que celle des sacs en toile. L'Agence danoise de protection de l'environnement a publié un rapport sur le cycle de vie des sacs de provision et est arrivé à la conclusion qu'un sac en coton a un impact positif s'il est utilisé au moins 148 fois. Et toutes les alternatives aux sachets plastiques ont complexifié le recyclage.
C'est un progrès pour la pollution marine, mais pour l'utilisation en eau, en pesticides, en énergie, c'est bien pire. L'écologie efficace appelle à vérifier l'efficacité de l'alternative proposée et à penser cycle de vie. Une des grosses erreurs qu'on commet souvent est d'essayer de ménager la chèvre et le chou, bio le chou. Le meilleur exemple actuel est l'immense dissonance dans laquelle s'enfoncent les écolos belges au gouvernement pour justifier leur ouverture de centrales à gaz. On peut très bien se mettre comme priorité de sortir du nucléaire, je n'ai pas à juger ça. Mais c'est honteux de dire que ce sera en même temps efficace vis-à-vis du réchauffement climatique. On peut très bien vouloir la fermeture de Fessenheim car on a peur du nucléaire, mais il faut assumer que sa fermeture aggravera le réchauffement climatique et donc engendrera plus de morts. Pour 10 ans de plus de fonctionnement supplémentaire de la centrale, on aurait pu éviter entre 60 et 100 millions de tonnes de CO2. Ça fera beaucoup de morts au final. Bref, l'écologie efficace impose des choix forts et pas des entre-deux rarement efficaces. Mais ce qui est efficace n'est pas toujours intuitif et rarement trivial. Nous allons vous proposer une grille d'analyse. Voilà les 3 critères à utiliser conjointement. L'importance du problème auquel vous vous attaquez. Le béton, c'est 7% des émissions mondiales, donc c'est par exemple a priori plus important que le transport maritime qui n'est que de 3%. Et bien sûr à moduler avec le nombre de personnes concernées. Je pense à l'aviation qui ne concerne qu'une petite partie de l'humanité, mais qui pollue beaucoup. Est-ce que c'est facile à résoudre? Est-ce qu'on s'attend à ce que le problème puisse être résolu? Donc par exemple, augmenter l'utilisation de technologies déjà existantes comme l'éolien ou le nucléaire semble a priori plus solvable que de compter sur de nouvelles technologies pas encore existantes. Caractère négligé. Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup d'efforts investis sur le problème auquel vous vous attaquez? Si oui, avez-vous de bonnes raisons de croire que vous pouvez apporter une différence forte? L'idée est la suivante. Si vous êtes le premier ou la première à explorer une idée, vous avez des chances de rapidement trouver toutes les choses les plus faciles à trouver. Or que si vous êtes la millionième personne à travailler sur ce sujet, les chances que vous trouviez rapidement quelque chose que quelqu'un n'ait pas encore trouvé sont minces. Donc si vous avez le choix entre 2 sujets également attrayants, mais un qui a reçu très peu d'attention, celui-ci a probablement plus de potentiel. On pourrait utiliser ce genre de tableau pour déterminer ce qui est le plus efficace. Mais au-delà d'être un peu faux, ils ne partent pas de la situation individuelle. Car arrêter la voiture pour un Parisien est peut-être plus simple que quelqu'un qui habite en pleine campagne. Je vous invite plus à faire votre bilan carbone comme sur le site MyCO2 pour comprendre où vous avez des leviers efficaces. On vous propose également une autre approche, utiliser nos 3 critères précédents sur 3 domaines. Regardons déjà du côté de nos ressources financières. De nombreuses organisations à but non lucratif, entreprises et collectivités s'efforcent de réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais seuls certains de ces efforts sont basés sur les meilleures preuves scientifiques disponibles. C'est là qu'intervient par exemple Giving Green, qui cherche à savoir où donner pour que le montant de CO2 retiré par dollar soit aussi grand que possible, en identifiant des projets efficaces soutenus par des sciences physiques et sociales. Il y a aussi le site GiveWell, plus orienté altruisme efficace pour mesurer l'impact des sous-données, ou le site Animal Charity Evaluator qui est axé sur la promotion des moyens les plus efficaces pour aider les animaux. Il est d'ailleurs toujours plus efficace de donner beaucoup à une seule organisation efficace que d'éparpiller plein de petits dons qui ne flattent que notre conscience. Dans le mouvement altruisme efficace, il y a le site 80 000 heures qui réfléchit aux façons dont on peut avoir une carrière aussi impactante que possible. L'idée est qu'en moyenne, on passe 80 000 heures de notre vie à travailler. Et donc que si on peut améliorer l'impact d'un tout petit pourcentage de ces heures, ça a déjà un impact énorme. En fonction de vos compétences, de vos préférences, de ce qui vous épanouit et de beaucoup d'autres facteurs, les recommandations peuvent varier. Moi perso, j'ai choisi de gagner moins en me mettant à 80% et de consacrer mes 20% à l'écologie car j'ai jugé ça beaucoup plus efficace en utilisant le concept du coût d'opportunité pour ceux qui veulent creuser cette notion, bref pour être le plus efficace possible. On a tous un temps limité et on aimerait que ce soit le plus efficace possible. Je connais beaucoup de militants dans des associations écologiques qui se rendent compte que le temps investi dans les heures de réunion, les manifestations n'a eu aucun ou quasi aucun impact.
Certains se sont engagés dans des mandats locaux et ont pu constater que leur ratio temps-succès s'était nettement amélioré. Les associations comme Lobby Climatique Citoyen sont des associations qui permettent un retour d'efficacité assez élevé. Ils vont interpeller les élus et c'est souvent très efficace. Petite probabilité, mais de gros effets potentiels. Et ça, je vous encourage à y réfléchir. Où est-ce que je peux avoir le plus gros levier potentiel? Si je prends mon exemple, mon action de l'année la plus efficace a été de convaincre un comité d'entreprise, une entreprise à peu près de 20 000 personnes, qu'il fallait arrêter de proposer des séjours en avion à l'autre bout du monde aux employés. Ils vont essayer de proposer des voyages organisés en train. Mon action a permis d'éviter des centaines de tonnes de CO2 en y passant très peu de temps. Je pourrais chercher à optimiser comme un taré mon impact carbone personnel, ce serait mineur par rapport à ce succès. Pour finir, je vais prendre un autre exemple qui va vous faire grincer les dents. En développant cette chaîne internet, à travers vos retours, j'ai pu mesurer que consacrer mon temps à ce projet était la meilleure efficacité d'utilisation de mon temps libre. Imaginez maintenant que je dois faire un long voyage en train. Il serait peut-être plus efficace que je prenne l'avion, qui serait certes plus polluant, mais qui me dégagerait plus de temps pour mon militantisme, qui pourrait générer en fin de compte plus de CO2 évité. Je ne dis pas que je vais le faire. Mais avec cet exemple, je souhaite vous montrer deux choses. 1. L'efficacité peut parfois aller contre notre morale et on choisit souvent plutôt d'être en conformité avec notre morale dans nos choix que d'être efficace. Deuxièmement, un geste écologique efficace pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il faut partir de sa situation, de ses compétences, de ses ressources, que ce soit financière, temps ou autre. Le cadre de pensée que l'on a vu pour l'efficacité individuelle s'applique également à un pays car on n'est jamais dictateur du monde entier, donc même la France doit réfléchir à ses meilleurs atouts. Par contre, en tant qu'État ou une région, tu as un levier d'action plus puissant et tu as plus de chances d'avoir une action d'entraînement. Néanmoins, sur les 3 critères importants, solvabilité et négligé, en tant qu'État, tu peux un peu plus relâcher le critère négligé. J'explique. Quand tu es un colibri, il vaut mieux éteindre le feu au bon endroit. Alors que si tu es un éléphant, tu peux viser un truc bien plus gros qui est moins négligé. Un exemple, l'intérêt de mettre des sous sur Enercop pour un particulier paraît faible, alors que l'État, lui, à côté, va injecter 120 milliards dans les éoliennes. Parlons justement des technos dans un contexte de ressources financières limitées. Il faut être vigilant sur la façon de dépenser l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de chiffre officiel, mais on peut estimer qu'il y a des dizaines de milliers de chercheurs qui bossent sur le solaire photovoltaïque dans le monde. On a eu grâce à ça une évolution spectaculaire du prix et des rendements. Certes, on va encore faire des progrès avec les technos qu'on appelle tandem, mais si on réalise que le marché du solaire est en très grande partie en Chine, l'écologie efficace interroge l'utilité de continuer à investir massivement dans la recherche d'un produit qui a déjà énormément progressé et qui est facile à produire. Ça peut être bien utile de le faire pour des raisons de souveraineté et de réindustrialisation, mais pour des raisons écologiques, ne vaudrait-il pas mieux allouer les sous de la recherche européenne ailleurs? Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a des sujets qui sont beaucoup creusés par des chercheurs et d'autres quasi oubliés. Si on reprend nos 3 critères, on a l'importance du problème auquel on veut s'attaquer. Pour ça, il faut connaître les ordres de grandeur. Exemple, le ciment, c'est 7% des émissions mondiales. Les aciéries, c'est 4%. Donc il faudrait a priori faire plus de recherches sur ces sujets-là. Solvabilité du problème auquel répond votre action. Par exemple, passer à 110 km/h sur l'autoroute permettrait de réduire de 20% les gaz à effet de serre du transport autoroutier. Et ça en un seul petit décret. Décarboner l'agriculture, c'est plus difficile. D'ailleurs, à noter que le GIEC, dans son dernier rapport, appelle les États à diminuer le méthane, car c'est un quick win. Négligé. Par exemple, si je vous parle des feux de mines de charbon ou des fuites des frigos, c'est probable que vous ne connaissiez pas. Or, en Chine, entre 10 et 200 millions de tonnes de charbon brûlent dans les mines, soit jusqu'à 10% de la production qui part en fumée pour rien. Au niveau mondial, il faudrait multiplier par 2 à 3 ce qui se passe en Chine. D'après mes calculs, on arrive entre 1 et 2% des gaz à effet de serre mondiaux dus à ces feux. Or, je n'ai pas de chiffres, mais il doit y avoir moins de 100 personnes qui cherchent des solutions pour réduire ces feux. Autre sujet négligé, les gaz de frigo. Un frigo mal recyclé, c'est 3,5 tonnes équivalent CO2. Une enquête faite au Canada montre que ça passe totalement sous le radar, c'est même pas surveillé. Or, une entreprise canadienne, Pure Cheffard, a décidé d'offrir une solution de recyclage de ces halocarbures.
Voilà un exemple parfait d'une action ultra efficace. Pourtant, il n'y a probablement pas plus de 100 à 1000 personnes qui travaillent à bien gérer les gaz réfrigérants issus des frigos, qui constituent une part importante du réchauffement. Le site Drone Down classe les actions les plus efficaces. Faites pause si vous voulez les lire ou allez sur le lien en description. Sur l'efficacité, il faut toujours partir de notre propre situation. Dans un pays qui a une électricité très carbonée comme l'Allemagne, il n'y a aucun doute qu'il faut développer massivement les ENR. En France, on a une des électricités les plus décarbonées au monde. On nous parle sans arrêt d'énergie renouvelable pour l'électricité française déjà décarbonée. C'est certes très utile, mais est-ce que c'est le plus efficace? D'autres domaines méritent qu'on alloue plus d'argent. La chaleur par exemple, c'est 50% de la demande en énergie en Europe. En croisant plein de chiffres, j'arrive aussi à environ 50% pour la France. 50%, vous entendez beaucoup parler dans les débats sur l'écologie? Pourtant, pour produire la chaleur, on a besoin de gaz, de charbon, etc. Alors, on ne fait pas rien en France sur la chaleur. Mais c'est trop faible. Durant la période 2009 à 2020, le fonds chaleur n'a été doté que de 2,6 milliards d'euros. À comparer avec les 121 milliards d'euros sur 20 ans que la France va investir pour l'éolien et le photovoltaïque. Je ne cherche bien sûr pas à opposer les solutions, mais juste à les mettre en regard. Car on aura besoin aussi des énergies renouvelables. Donc, au lieu de les opposer, un copain chercheur dans l'énergie a fait un calcul assez intéressant. Il s'est posé la question, à quel secteur il faudrait affecter en priorité notre électricité pour décarboner le pays? Il arrive à la conclusion que le plus efficace serait d'allouer l'électricité au chauffage et au transport. Avec seulement 7,5% de notre consommation d'électricité allouée au chauffage, on peut remplacer le combustible fossile et les résistances électriques par des pompes à chaleur. On diminuerait de 14,9% nos émissions de CO2. Il y a beaucoup plus de CO2 à gagner dans le transport, mais ça consomme aussi beaucoup plus d'électricité. Ces calculs n'ont été revus que par moi, donc je vous invite à faire les vôtres si vous doutez du résultat. D'après la société BP, la France est responsable de 0,9% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Attention, ne pas utiliser cet argument comme certains le font pour justifier que du coup, ça ne sert à rien que la France fasse des efforts. Mais l'écologie efficace nous dit qu'il faut s'appuyer sur nos points forts. La France est le deuxième pays du G7 en termes de dépenses en recherche dans l'énergie. On pourrait presque se poser la question, ne vaut-il mieux pas allouer l'argent de la France dans la recherche pour résoudre des défis techniques qui pourraient avoir un impact mondial, plutôt que de décarboner autrement que par la sobriété les 0,9% des gaz à effet de serre que l'on émet? Bien sûr, ce n'est pas binaire, car il faut que l'on fasse notre part de l'effort. Mais mettre plus d'argent sur notre point fort me paraît judicieux d'un point de vue d'efficacité. On a tous du temps et des ressources limitées. Que nous réfléchissons ou agissons individuellement, au niveau d'une famille, au travail, dans une association, dans une collectivité, dans un groupe politique ou au niveau de l'État, l'efficacité devrait être notre leitmotiv vu l'urgence écologique. Or, il est peu probable que vous puissiez trouver par vous-même ce qui est le plus efficace. On vous invite à utiliser les critères développés dans cette vidéo, mais cela nécessite aussi de se cultiver et de maîtriser les ordres de grandeur. Et là encore, ça impose du temps et de l'énergie qu'on n'a peut-être pas. Je vous propose 3 choses. Premièrement, tournez-vous parfois vers des personnes qui ont plus bossé le sujet que vous, tout en gardant un esprit critique. La deuxième chose, c'est, en vrai, plusieurs sites dont je vous ai parlé dans cette vidéo sont critiquables dans leurs recommandations. Je pense que l'on peut faire beaucoup mieux. Et en plus, quelque chose de spécifique pour nos pays francophones. Je vous invite à vous rapprocher d'Altruisme Efficace France et d'y développer un groupe sur l'écologie. Ce serait génial, je trouve. Et la troisième chose, c'est une idée que je vous propose. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses pour savoir ce qui est le plus efficace. Je suis par contre sûr que collectivement, on sera meilleur. J'ai créé un Tipeee, comme plusieurs d'entre vous me l'avaient si gentiment suggéré. Je vous propose qu'avec ce Tipeee, on décide collectivement, en faisant un live vidéo ou autrement, à qui on le reverse pour que ce soit le plus efficace possible. Ce n'est donc pas un Tipeee pour moi, mais pour une écologie efficace. Merci à ceux qui soutiendront ce Tipeee, merci à ceux qui partagent mes vidéos et merci à Siméon. Je vous invite à laisser maturer cette vidéo dans votre esprit et tendons tous vers une écologie efficace. Tchuss!